Donc en allant à une foire en décembre dernier à Paris, en Île-de-France, mais il y en a dans d'autres villes, j'ai rencontré Gara. Et de fil en aiguille, après le Covid, ils ont fait une proposition de formation dans ce domaine. J'avais bien évolué et j'ai dit banco, j'y vais. Moi, je pense que oui, je recommanderais ce stage à d'autres personnes dans le sens où, bon, déjà, on travaille avec des gens qui sont vraiment du métier, donc qui savent de quoi parler exactement. Et surtout, bon, on peut échanger aussi avec les autres, ce qui permet quand même de s'enrichir. Et non, c'est bien parce que quand même, bon, la pratique est assez intéressante. Donc voilà. Deuxième. Oui, donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu déjà? Et si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, c'est bon, il y a de la place. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on va étudier un peu plus, c'est le matériau en lui-même. Le bois. On l'a déjà abordé un peu sous différents angles, à travers les bois qui vont être résistants naturellement aux attaques, à l'humidité, ou pas. Donc moi je vais vous parler principalement des essences locales, en fait, qu'on trouve en France, tout simplement par souci écologique, en fait, et puis parce que j'ai naturellement confiance qu'on a ici ce qu'on a besoin pour pouvoir construire. Pareil, c'est quelque chose qui s'est fait de manière ancestrale, en fait. Là où il y avait du bois, on construisait en bois. Là où il y avait de la pierre, on construisait en pierre. Voilà, on a aujourd'hui, en fait, tous les matériaux nécessaires dans notre pays, et voire dans un rayon de 200 à 300 km. En France, on est quand même bien situé pour le bois. On a plusieurs forêts qui sont à maturité pour faire du bois d'œuvre. Il faut savoir qu'en France, la forêt, elle augmente. Grosso modo, on dit qu'elle gagne 25% par an. Mais par contre, je vous en parlerai après, au niveau des labels et des normes, c'est que de la forêt qu'on laisse, qui grandit en France, en fait, elle grandit pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de zones qui sont plus utilisées par les agriculteurs, donc c'est de la jachère, en fait, qui est en train de se réensauvager. Ça, c'est pas les bois idéaux pour la construction, en fait. C'est pas là où on va avoir la meilleure, je vais utiliser le mot d'exploitation ou de rentabilité par rapport à la croissance des bois. Bon, donc on a du bois en France, déjà une bonne nouvelle. Les classes d'emploi des bois. Donc les bois, ils sont classés, il y a deux classements. Il y a ce premier classement, donc la norme EN 355, qui va parler de où est-ce qu'on peut mettre les bois, les essences, en fonction de leur situation, particulièrement à l'eau, en fait. Il y a une deuxième norme, en fait, que je vous dis juste, mais qu'on aborde beaucoup moins, ça va être des classements de durabilité structurelle. C'est-à-dire que ça va il y a C18, C24, C36. Ça va être le bois qui va être plus ou moins noueux, par exemple. Donc plus il y a de nœuds, plus ça peut porter atteinte à la cohésion du morceau de bois. Je vous en parle pas trop parce qu'en fait, les bois que vous allez trouver dans le commerce, ils sont tous déjà soit C18, soit C24. Les classes d'emploi des bois, donc par rapport à l'humidité. Et C18, c'est mieux que C24? Non, C24, c'est mieux que C18. D'accord, C24, C36, ouais, c'est une bonne question. Donc on a quatre classes. Est-ce que certains d'entre vous connaissent ceci? L'OSB, connaissez le nom en entier ou pas? Hein? Non, non. Souvent on appelle ça, c'est de l'OSB 3 qu'on a la plupart du temps. 3, pourquoi? Parce que c'est sa classe d'emploi par rapport à l'humidité. Donc ainsi, on a la classe 1, donc ça c'est pour des bois qui vont être toujours secs avec une humidité inférieure à 20%. Ça veut dire, ça on peut mettre du bois classe 1. Tout ce qui est à l'intérieur, le mobilier, tout ce qui n'est pas exposé en fait à l'humidité. Classe 2, c'est les bois secs mais dont l'humidité peut occasionnellement dépasser 20%. On va dire que ça va être des bois qui vont être mis en œuvre sous une terrasse couverte, par exemple. c'est la même numérotation pour les OSB
Oui. Oui. Ensuite, on a la classe 3, avec la faible et la forte exposition. Donc, c'est des bois soumis à des alternances rapides d'humidification, sans stagnation d'eau et avec séchage complet avant réhumidification d'eau. Et c'est aussi les bois soumis, pareil, à des alternances rapides d'humidification avec stagnation d'eau et séchage avant réhumidification. Donc ça, c'est la plupart des bois qu'on va utiliser, c'est la classe de bois qu'on va utiliser, nous, dans la construction, en fait. Parce que on va choisir les essences qui sont naturellement résistantes. Donc soit on prend des essences qui sont naturellement résistantes, soit, on va le voir, il y a des traitements pour les rendre résistants. Vous connaissez sûrement, vous avez déjà vu les bois qui sont verts, là, qui servent à faire les bordures de routes, les chemins, ou voire les jouets pour enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est des bois traités autoclave, par exemple, qui sont rendus, c'est du pin. Donc le pin, c'est du classe 1. Par traitement, il est rendu classe 4. Donc classe 4, c'est les bois soumis à une humidité toujours supérieure à 20 degrés. Donc ça va être des bois qui vont être extérieurs et soumis aux intempéries. Et les classes 5, c'est les bois en contact permanent avec l'eau de mer. En sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, un bois qui est immergé dans l'eau de mer ne pourrit pas, ne s'use pas. La seule usure qu'il peut y avoir, c'est la friction avec le temps, avec le ressac, avec les vagues. Ça, c'est la seule usure qu'il va avoir. Mais sinon, il devient imputrescible, le bois. Donc là, cette classe 5, ça va être plus pour les bois qui sont avec les marées, qui vont se retrouver à l'air sec, dans l'eau, à l'air sec, dans l'eau. Voilà, vous avez ici, de toute façon, tout ça, vous l'avez dans le... Et justement, tu n'as pas ce changement de phase quand tu as des pilotis, tu as une partie qui est immergée et l'autre partie qui est extérieure. Oui. Tu n'as pas justement le fait que tu aies deux phases, une phase sous l'eau et une phase hors eau, Oui. qui abîme plus ce bois ou... Et ben c'est là où on va utiliser des bois de classe 5, parce que c'est eux qui vont être le plus sollicités, là, en fait. Et quand n'importe quel type de bois, finalement, si tu prends du sapin ou n'importe quel type de bois, si tu le mets dans l'eau de mer, il reste pas. Bah ouais, sauf que le sapin, le truc, c'est comme les bois, après, il y a le grain, la densité des arbres. C'est-à-dire que le pin, ça va tourner autour de 300-350 kg le mètre cube, et par comparaison, je vais vous dire, du chêne, c'est 800 kg le mètre cube. Le pin, on peut le voir, il y a les veines qu'on voit là dans tous ces morceaux de bois. Les veines qui sont foncées, c'est la pousse d'été. C'est au moment. Donc l'arbre, il est composé de cernes. Ça, il faudrait que je vous le montre. Je vais vous la faire passer. Je vous montre d'ici pour l'instant. Quand on coupe un morceau de bois là, donc on voit les cernes de croissance en fait. Les cernes qui sont les plus foncées, c'est la croissance d'été, donc qui est plus lente en fait. Et les cernes qui sont, là ici vous verrez il y a plein de trous, c'est la pousse d'été qui est plus rapide. Le bois il est plus tendre à cet endroit-là. Si je venais avec un karcher ou une sableuse en fait sur ces planches de bois, je vais avoir les cernes d'été qui vont venir, qui vont rester à la surface et le bois tendre lui qui va se creuser. Je vous fais passer. Ça c'est un morceau de Douglas. C'est un morceau d'ossature bois en fait. Donc dans les bois locaux qu'on va utiliser, qu'on va retrouver, donc on a le principal aujourd'hui qui est utilisé, c'est le Douglas, celui que je suis en train de vous passer. Donc c'est un bois qui est classe 3 naturellement. Aujourd'hui on s'en sert énormément dans la construction, tout simplement parce que les forêts elles sont arrivées à maturité en France. C'est un bois qui est relativement léger en fait. Et puis qui est économiquement le plus abordable aujourd'hui. On va trouver aussi du mélèze. Le mélèze, c'est un... De toute façon, je vais vous montrer Vous avez de belles photos après. Voilà. Donc voilà, les essences. Donc ça, c'est le pin Douglas. Ça, c'est le mélèze. Le mélèze, il est beaucoup plus dense en fait. Comme bois, c'est le chêne des résineux, entre guillemets. Qu'on va se servir en construction. Il est un peu plus cher en fait que le Douglas. Par contre, il a l'avantage d'avoir un grain plus serré.
Au niveau de la mise en œuvre, c'est plus facile. Le Douglas, il a tendance à... Je sais pas où est-ce qu'il est passé le bout de Douglas, il est là-bas. Le Douglas, quand on va mettre une vis dedans, elle va avoir tendance à suivre le fil du bois et à partir en travers. Le mélèze, il fait pas ça. Comme le grain est plus serré, la vis, elle file tout droit. On a aussi le cèdre. Alors le cèdre, c'est pas un bois qu'on va se servir en construction parce que il est cassant en fait. Au niveau structurel, on va pas s'en servir. Par contre, c'est un excellent bois pour tout ce qui est bardage, revêtement, les terrasses. Pour la petite anecdote, c'est un bois qui est parfait pour les terrasses parce que c'est un bois qui, même lisse, en fait, n'est jamais glissant. On peut le mettre en extérieur, en fait. Souvent, pour les terrasses, on voit qu'il y a des profilés spécifiques anti-dérapage. Ben, on peut mettre du cèdre brut, enfin même raboté, en sol, ça ne va pas glisser. C'est un bois, j'en ai pas ici, mais c'est un bois qui a une odeur aussi super. Du coup, moi, un endroit où j'adore l'utiliser, c'est en salle de bain. Parce qu'en salle de bain, avec la vapeur d'eau, en fait, ben ça va, à chaque fois, ça redonne un peu de cette superbe odeur, quoi. Et c'est antimite, ouais, c'est vrai. On trouve des petits échantillons de bois de cèdre qu'on place dans les vêtements qui repoussent les mites. Et puis c'est avec ça qu'on fait le cèdre bleu, on fait les boîtes de cigares avec, pour gérer l'hygrométrie. Donc les essences résistantes, on a les feuillus aussi. Les feuillus, on va pas beaucoup s'en servir dans la construction parce qu'ils coûtent plus cher, en fait. Par contre, on les trouve souvent en charpente traditionnelle. Ainsi, le chêne et le châtaignier. Bon, le chêne, vous connaissez sûrement, avec les feuilles qui sont un peu dentelées. Le châtaignier qui nous fait ces fleurs blanches, là. Souvent, on utilise en charpente traditionnelle les... Non, pas les tuiles, les chevrons, ils vont m'échapper. Le chevron, on utilise des perches de châtaignier, c'est-à-dire que, enfin ancestralement, on prenait des jeunes châtaigniers en fait, qu'on coupait et on venait s'en servir pour faire le support pour les tuiles justement. Il y en a un autre que vous allez... ça c'est des bois importés. Donc le sapin ou le pin du Nord comme ils appellent dans le commerce. Donc ça, c'est des bois qui nous viennent énormément de tous les pays de l'Est, Lettonie, on disait Pologne aussi. Qui c'est qui en parlait tout à l'heure? Ouais. Toute la zone nordique, en fait, ont beaucoup de forêts, jusqu'en Russie. Et du coup, c'est un bois où il y a énormément de débit, en fait, et qui est beaucoup utilisé, qui est énormément importé. Par contre, c'est un bois qui n'est pas résistant naturellement, qu'il va falloir traiter. Un autre bois, donc lui on va s'en servir en structure. Celui-là on va pas s'en servir en structure, le red cedar ou le thuya. Donc le red cedar il est importé d'Amérique. Pour la petite blague, vous savez les sapinettes là qu'on met autour des maisons, c'est du thuya en fait. C'est un bois qui est naturellement imputrescible. Donc on va le mettre pareil comme le cèdre, on va pas s'en servir en structure, mais on va s'en servir en revêtement. Pourquoi il est très grand aux États-Unis et tout petit en Europe et en Méditerranée? Il y a une différence de variété là entre les deux, parce que j'ai déjà vu moi des thuyas qui poussent en France naturellement comme des arbres, on monte pas comme ça. Bon, on n'en a pas en forêt non plus des thuyas nous ici, hein. C'est juste des arbres isolés. Mais c'est vrai que ça rejoint tout ce qui est série de séquoia et tout ça qu'ils ont en Amérique. Et Parce qu'on m'a dit qu'à Alger, la taille des maisons était dictée par la hauteur des tuiles en thuya disponibles. où ça? Dans les Casbah d'Alger. Ah ouais? Donc ça fait 2,50 m parce que les tuyas poussent à 2,50 m. Pousse à 2,50 m. C'est pas plus compliqué que ça. J'adore quand ça tombe sous le sens comme ça. Ouais, en lien. Après, en Algérie, au Maroc, ils ont beaucoup de cyprès aussi. L'odeur là du bois, ça m'avait surpris moi. Le premier jour où je suis en train d'apprentissage de menuiserie, je suis arrivé dans l'atelier, ça sentait comme dans le souk à Marrakech quoi. Et en fait, c'était l'odeur du cyprès, qui est un bois qu'on peut se servir. Le cyprès, on n'en trouve pas beaucoup au niveau commercial. Hein. C'est plus si vous abattez un cyprès et puis qu'il y a le scieur qui vient, que vous en aurez. C'est un bois qui sent énormément bon et puis qu'on va se servir pareil en revêtement, en habillage.
Le tuya aussi, sa spécificité, c'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé dans les tiny house, c'est parce c'est le bois le plus léger que je connaisse. Vous prenez du polystyrène et du red cedar, c'est kiff-kiff. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment léger, quoi. Oui, ce que je voulais vous dire aussi sur les bois, les feuillus, en fait, il y a une essence qui est utilisée aussi en charpente traditionnelle, c'est le peuplier. Donc le peuplier, c'est un bois blanc, qui est classe 1, en fait. Mais on l'utilise en France. En France, il y a l'adage chêne debout, peuplier couché, charpente assurée. Donc ça veut dire que hop, quand on va faire une ferme, donc une ferme, c'est le triangle qui compose le toit. On a la partie horizontale ici qu'on appelle l'entrée, qui va être en peuplier. Et on a toutes les parties verticales, et puis les arbalétriers ici qui vont être en chêne. L'avantage du peuplier, c'est un bois qui pousse très droit et puis très long, et il a de la souplesse, en fait, de par sa forme. Il peut plier, exactement. C'est très juste. Sur les bois que je vous avais parlé au départ, mélèze, peuplier, voilà, classe 1, le chêne, le châtaignier. On a fait le tour, donc principalement, hein, aujourd'hui, les maisons en bois, à 90%, c'est du Douglas, quoi. Douglas, on en a des forêts dans le Massif central en France, Montagne Noire, près de Carcassonne. Je connais un peu moins les forêts du Nord. Je crois que c'est plus des feuillus, là, vers les Ardennes et tout ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de par là. Le peuplier, en fait, on n'en trouve plus. Est-ce qu'on peut trouver des chevrons en peuplier? Ça se trouve ou pas? Parce que moi, j'ai une vieille maison. Ouais. La majorité des chevrons, c'est du peuplier, à condition que ça soit bien protégé de la pluie. C'est ça. Voilà. Mais c'est très léger. Oui. Et je me disais que plutôt que du sapin, est-ce qu'on fait encore des... Ça peut se trouver encore du peuplier, ça faut aller dans les scieries directement en fait. C'est eux qui sont le mieux situés parce qu'ils ont accès aux forêts locales. Bon, ils achètent et ils revendent, hein. Des fois il y a des scieurs qui font l'exploitation forestière, mais c'est pas courant. Voilà, c'est là où on peut avoir les meilleures sources pour trouver du peuplier, ou sinon après c'est les agriculteurs qui coupent leurs arbres et qu'on peut leur racheter, quoi. Et ton bois, tu vas l'acheter marchand de matériaux Non. en série? Non, moi je vais plus en Syrie parce que chez les marchands de matériaux, vous allez trouver du pin traité, en fait. Je vous en parlerai après un peu des traitements, mais je suis pas trop pour ça, moi, les traitements, en fait. Si tu pars sur du Douglas. Ah bah du Douglas en Syrie, je vais trouver ça. Bah, le Douglas, en fait, aujourd'hui, on trouve dans le commerce très couramment. Il est là. Voilà, ça c'est du bois d'ossature bois. Donc qui est déjà, l'avantage c'est qu'il est raboté. Il est déjà profilé aussi, les arêtes, elles sont arrondies ici. Et puis elles sont déjà, c'est des dimensions standards, quoi. Une série te le fait, ça? Alors une scierie, elle peut faire ça, mais si je vais commander mon bois chez le scieur, je vais avoir les 4 côtés d'équerre et brut de sciage. Il faut payer plus cher pour l'avoir raboté. Économiquement, aujourd'hui, on trouve ça, cette section-là, on va la trouver moins chère que chez le scieur en bois. Non, en marchand de matériaux, tu trouves moins cher. Ouais, C'est du standard. voilà. Et pourquoi c'est raboté? Pourquoi c'est raboté? Ouais. Ben, là, il y a 2 raisons. En fait, avant d'être raboté, que les arêtes soient arrondies, ça a une raison pour le feu, en fait. C'est-à-dire que si je prends une arête... hop, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bon. Là, j'ai cassé l'arête, mais de loin, vous ne le verrez pas. Donc, si je prends une arête comme ça, en fait, c'est comme si j'avais une allumette, ici. Donc, c'est très facile à s'enflammer, l'arête. C'est pour ça qu'on va faire des chanfreins de minimum 5 mm ou des arrondis pour la résistance au feu. Après, l'autre avantage du rabotage, c'est que on est sûr de la dimension. C'est-à-dire que si vous allez commander du bois chez le scieur, ben, vous allez prendre 10 bouts de bois, ben, il se peut qu'il y en ait... vous allez être à plus ou moins 5 mm de différence. Ben, c'est à ça qu'on reconnaît les bons scieurs, en fait. Mais ça peut être embêtant au niveau d'une construction. Là, si mon bois d'ossature, il varie un petit peu en épaisseur, c'est pas trop gênant. Par contre, si j'ai des variations au niveau largeur, bah, ça va être embêtant parce qu'à un moment, j'ai mon mur qui va faire 1 cm plus large que le reste, quoi. Donc c'est pour le calibrer, en fait, qu'il est raboté. Et au niveau de la mise en œuvre, ça nous évite les échardes aussi. Mais ça, je pense pas que c'était leur raison principale au départ, hein. Et la garantie de stabilité, tu l'as plus aussi dans... Du bois raboté que du bois scié?
Non. Non, la variation dimensionnelle du bois, c'est 10% en largeur, en fonction du taux d'hygrométrie. Et l'autre peut-être avantage d'acheter chez un marchand de matériaux, c'est qu'il est normé. Oui. Alors que chez ton sieur, tu sais pas depuis combien de temps il a été coupé, s'il va tourner, s'il va... Ouais, moi j'aurais plutôt confiance dans le scieur que dans l'industrie. En effet, c'est normé, mais les normes, en fait, ça vient pour assurer un minimum et puis déresponsabiliser ceux qui l'ont fait avant, quoi. Ouais, bon, ça c'est un choix personnel, mais moi j'ai plutôt tendance à favoriser l'humain, puis s'il y a un problème, je vais aller le voir, le mec, quoi. C'est une question. Ouais, complètement. Le stockage du bois. Donc, ça reprend un peu le même principe que je vous parlais de bonnes bottes et d'un bon chapeau. Ça va être pareil. Si votre bois d'œuvre, vous le stockez par terre sur l'herbe comme ça, si vous le laissez une journée, ça va. Si vous le laissez plus, vous allez être embêté. Il va pourrir, en fait, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur une surface plane avec des chantiers ou des parpaings. Les chantiers, c'est ces morceaux de bois qu'on voit ici, là. On va se créer un plan. C'est-à-dire que ça ne va pas être juste poser les bois au sol, poser les chantiers au sol et puis mettre ces bois dessus, parce qu'on pourrait créer un truc qui soit vrillé dans le temps. Donc on va prendre une règle, presque on va le mettre de niveau, en fait, ces morceaux de bois, pour venir stocker notre bois dessus durablement. On va épingler les bois. Épingler les bois, c'est les petites lattes de bois ici. Ça sert à ce que le bois se ventile, en fait, pour que l'air puisse passer partout, qu'il continue de sécher tranquillement, et puis pour éviter qu'on ait une masse d'eau qui soit enfermée à l'intérieur, qui pourrait faire pourrir le bois. Sur le Douglas, sur le pin, on le voit, les bois qui ont été stockés côte à côte, il y a un champignon qui vient, qui est un petit peu noir, qui n'est pas gênant structurellement, mais on voit que ça a été attaqué. Et ensuite, bon là on ne le voit pas sur la photo parce que c'est stocké en intérieur, mais on va protéger de l'eau de pluie. Un truc qui est super important, qu'il faut faire gaffe, c'est qu'on va protéger le dessus, ici, mais on ne va pas emballer le tout avec une bâche plastique. Si on emballe le tout avec une bâche plastique, on crée une étuve. C'est-à-dire qu'il y a l'humidité du sol, de la rosée le matin, avec la chaleur, on va accélérer la pourriture du bois, quoi. Si on le stocke dehors, du coup, Si on le stocke dehors, il faut lui mettre un toit, donc ça peut être des tôles, qui sont lestées avec des pierres ou des cailloux. Mais la tôle, elle va s'arrêter, et le champ, le côté du bois, en fait, l'air va pouvoir passer. commencer par faire l'ossature pour le stockage du bois. C'est ça. Ouais. Après, ça arrive aussi si on commande des gros volumes de bois. C'est l'équivalent de palettes. Bon, c'est des longueurs qui font 6 mètres. Mais c'est déjà tout emballé. Il y a un cerclage. Et donc là, on a juste à prévoir les chantiers au sol. Il arrive avec sa grue, il pose dessus et puis c'est fini, quoi. Il faut les demander, ça. Deux. C'est pas possible de demander, ça. Non, ça, ils le font si le volume est suffisant. Parce que eux, tous ceux qui revendent le bois, celui-là, ils le reçoivent de Syrie, en fait. Donc ils le reçoivent emballé comme ça. Si on prend des pièces à l'unité, ils vont défaire le paquet. Si on prend tout le paquet, ils vont nous livrer le paquet. Oui ? Sur les pièces de section plus importantes, quelquefois, il y a une tôle en bout qui est enfoncée en bout. Ouais. Des systèmes Ça, c'est safran. C'est ça, c'est pour le bois d'œuvre, en fait, le bois de menuiserie. On dit que le bois, il sèche de 1 cm par an. En fait, on compte 5 mm ici et 5 mm de ce côté-là de séchage. Donc sur un bois comme ça, bon, c'est moins le cas avec du résineux parce que c'est plus léger, ça sèche plus vite. Mais avec du chêne, par exemple, là, 45 mm, ça fait 4 ans et demi de séchage. Le truc, c'est que le bois, il va sécher donc uniformément sur sa longueur de 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre, mais il va aussi sécher par bois de boue de 5 mm. Et donc ça fait que le bois, il va se retrouver, toute cette partie-là, elle va être plus sèche que le reste, et quand le bois a des différences d'hygrométrie, il fend, en fait. Donc soit c'est de la peinture qui est mise, en fait, qui empêche la respiration du bois, soit en effet c'est des petites tôles ondulées, comme tu dis, qui vont tout simplement avoir un rôle d'agrafe, en fait, qui vont retenir le bois. Il y a aussi une autre solution, c'est d'épingler, de clouer une latte de bois, en fait, pour faire tampon. Voilà.
Ça, on le fait pour les bois de menuiserie, pas pour les bois d'ossature. Les traitements. Un vaste sujet. Les traitements des bois. En fait, moi, ce que je vous dirais d'abord à la base, c'est d'utiliser les bonnes essences. En fait. Si on commence par ça, on se passe de traitement. Le bois est naturellement résistant et on le met en œuvre dans les bonnes conditions. Le premier que je vais vous parler, c'est l'autoclave. Donc, c'est le pain là qui est vert. Donc ça, c'est un système par autoclave. L'autoclave, c'est on prend les morceaux de bois découpés, on les met dans une grosse cuve avec des produits chimiques. On ferme tout ça, on fait vide d'air pour que le traitement aille jusqu'à cœur du bois. Ça a fait une petite histoire, ce truc d'autoclave, parce que donc le verre, c'est le classe 4. Dedans, il y a des produits comme du cadmium qu'on retrouve dans les pneus, qui est bien toxique. Et puis on sait qu'on a foutu ça pour les enfants pendant plusieurs décennies. Là, voilà, ça ressort au contact en fait quand on le touche, ce bois-là. Vaut mieux se laver les mains après, quoi. C'est toxique. On a l'autoclave classe 2 qui va être jaune, qu'on va trouver dans les marchands de matériaux en fait. C'est le bois qui est jaune, ouais, c'est ça qui a cette teinte jaune. Voilà, donc ça nous donne les deux différentes classes d'utilisation. En produit, donc c'est principalement curatif, mais aussi préventif, c'est le xylophène. Le xylophène, lui, ça sert pour tout ce qui est principalement les insectes. En fait, c'est un répulsif pour les insectes. C'est super toxique aussi. Quand on traite les maisons au xylophène parce que c'est infesté, il vaut mieux partir le plus longtemps possible en vacances. Je crois qu'au minimum, le minimum légal, c'est 3 jours, mais si ça vous arrive, je vous recommande de partir plus longtemps. Parce qu'on a eu des retours, les gens qui ont mal à la tête après, qui ont des problèmes de santé à cause de ces traitements, quoi. Donc des fois, on n'a pas le choix, c'est tant mieux que ce soit là, mais si on peut réfléchir à se prémunir avant, je trouve que c'est mieux. En traitement plus écologique et plus sain, on a le sel de bore. Le sel de bore, c'est un produit, ça s'appelle le borax aussi, c'est utilisé dans plusieurs industries, ça sert dans l'industrie de l'isolation, la ouate de cellulose, ils mettent du borax, ça participe au retard au feu. Le sel de bore sur le bois, ça va protéger des attaques. Par contre, c'est un produit qui se lave à l'eau. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter une charpente, par exemple, avec ça, mais si vous avez des poteaux en bois qui sont exposés aux intempéries à l'extérieur, n'en mettez pas parce que la première fois qu'il va pleuvoir, ça va partir. On trouve dans les marchands de matériaux écologiques ou bio, après, les huiles d'imprégnation, les produits prêts à l'emploi. Enfin, ça, on le trouve du côté écologique et puis on le trouve du côté pas écologique non plus. Donc ça, c'est des produits, les huiles d'imprégnation, leur principe, ça va être de rentrer à cœur dans le bois, de traiter le bois en profondeur. Les produits prêts à l'emploi, vous allez avoir tout ce qui est l'azur, huile, qui vont... Les lasures, ce qui est intéressant, le bois, comme on en parlait pour ceux qui fumaient, le bois, il va avoir tendance à griser naturellement, en fait. Pour éviter ça, ce qu'on peut faire, c'est mettre de la couleur dessus, c'est-à-dire qu'en mettant des pigments ou des peintures, on va empêcher l'action des UV qui va faire griser naturellement le bois. C'est juste esthétique en fait, parce qu'au niveau structurel, quand le bois il grise, il n'y a pas de problème, il conserve sa durabilité. Et voilà. Après ouais, voilà, les huiles d'imprégnation, donc tout ça, c'est ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Moi, une recette que j'utilise et puis que je trouve simple et saine, c'est le mélange huile de lin, essence de térébenthine. Le bois, c'est un matériau qui est hygrophile, c'est-à-dire qu'il va boire l'eau. Okay. En fait, l'huile, elle est hygrophobe, elle repousse l'eau. Quand
Quand on met de l'huile, même quand on met des crèmes ou de l'huile sur la peau, après l'eau elle pénètre moins. Donc plus on va saturer un bois en huile, plus il va repousser l'eau. Ok ? Le mélange que je fais, moi, c'est quand je veux traiter des bois qui vont être fortement sollicités ou à l'extérieur, je vais prendre de l'huile de lin, de l'essence de térébenthine. L'essence de térébenthine, ça vient du pin, en fait. C'est la même, on peut le reconnaître des fois à l'odeur, donc ça vient de la résine de pin. D'ailleurs, à ce niveau-là, il faut mieux prendre, il y a l'essence de térébenthine purgème, qui est l'essence naturelle qui est faite à partir du pin, et après vous avez l'essence de térébenthine, où c'est pas marqué purgème, qui est de l'essence de synthèse. L'essence de térébenthine, elle, c'est un diluant, en fait. Ça va servir à fluidifier l'huile. Donc, ce que je fais comme recette, moi, je commence avec, pour des traitements costauds, je vais mettre un quart, 25% d'huile, 75% d'essence de térébenthine pour la première couche, ce qui va faire que je vais avoir une couche, un produit qui va être très dilué, qui va rentrer profondément dans le bois. Après, je vais faire une deuxième couche avec moitié huile de lin, moitié essence de térébenthine, donc un peu moins dilué. Et je vais en faire une dernière avec 3 quarts d'huile de lin, 1 quart d'essence de térébenthine. Petit à petit, je réduis la dilution. Et voilà. Et ça, plus on met de couches, quelque part, c'est dangereux pour les perfectionnistes, mais on peut en mettre autant qu'on veut, parce que plus on met d'huile, en fait, plus on va saturer le bois en huile, plus il va repousser l'eau dans le temps. Ça, tu l'appliques au pinceau? Au pinceau, ouais, ou au pistolet, non, pas trop. Ça pourrait se faire au pulvérisateur. Ça dépend des conditions, quoi. Si c'est tout un bardage, ouais, je le ferai au pulvérisateur, quoi. Avec un pinceau au cas où il y a une coulure à un moment, voilà. En sachant que la première couche, l'essence de térébenthine, elle peut couler, elle va s'évaporer. Elle fera pas de marque, elle. On trouve, moi je me sers beaucoup de ça. Après c'est l'huile dure, mais l'huile dure c'est une huile qu'on achète dans le commerce. On s'en sert beaucoup pour finir les bois, remplacer la vitrification des parquets par exemple. Donc c'est un produit qui va faire une espèce de film à la surface. Et voilà, moi aujourd'hui ouais, je me sers quasiment plus que huile de lin, essence de térébenthine et puis huile dure en fait. Il y a d'autres produits, ouais, je vous ai parlé de la patine de l'Indien, c'est pareil, c'est un truc qu'on trouve dans le commerce. Ça, je vais faire le raccourci de dire que ça minéralise le bois. C'est quelque chose qui va être mis, par exemple, en pied de poteau dans une maison sur pilotis. Si on traite les pieds de poteau, ben, du fait que ça minéralise, que ça le rend plus dur, ben, ça le rend moins sensible aux attaques, quoi. Les termites, les insectes vont moins y aller. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les normes. Donc il y en a une qui est très connue parce que ça fait longtemps qu'elle existe, c'est la PEFC, ça c'est 99. Donc tout ça c'est des labels pour une gestion durable de la forêt. C'est-à-dire qu'il y a des principes d'entretien en fait, des forêts, et puis de replanter aussi le bois qu'on coupe. Il y en a un autre qui vient de se créer, qui est moins vieux, donc qui a été fait, le bois français, qui a été fait par des professionnels du domaine, en fait, pour favoriser la filière bois française, en fait. Acquérir un nouveau savoir, c'est un petit peu comme disposer d'un pouvoir nouveau, celui de construire des bâtiments, des édifices qui resteront longtemps après vous. C'est vous donner les moyens de concrétiser vos rêves de maison. Nous mettons l'accent sur la convivialité pour que vous puissiez passer un bon moment avec des gens qui, comme vous, sont passionnés par la construction écologique. Alors si vous avez un projet ou simplement envie de passer un bon moment, je vous conseille de cliquer sur « Je réserve » et je vous rappellerai pour pouvoir discuter ensemble de votre projet ou de vos attentes vis-à-vis de ce stage. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.